Bienvenue sur Sleepodo, la chaîne qui vous aide à trouver le sommeil. L'histoire va commencer dans quelques secondes. Un livre audio original d'Arsène Lupin, Le Château des Ombres. Si vous aimez mon travail, merci de me soutenir en vous abonnant à la chaîne. L'histoire commence maintenant. Bonne écoute. C'est par une soirée d'automne, alors que Paris s'enveloppait de brume comme une dame en deuil, que j'ai reçu cette lettre qui allait bouleverser mes plans les plus minutieusement échafaudés. Je venais de rentrer à mon petit hôtel particulier du 16e arrondissement, après une heureuse entreprise aux dépens d'un collectionneur américain trop vaniteux. Mon valet Victoire m'avait préparé mon fauteuil habituel, et j'en étais à mon premier cigare lorsque je découvris, glissée sous mon courrier, une enveloppe d'un blanc immaculé, sans timbre ni sceau. L'écriture était féminine, ou du moins, quelqu'un s'était donné beaucoup de mal pour en donner l'apparence, et d'une élégance troublante. « Monsieur Lupin », commençait le message. Rien que cela, pas de « cher monsieur », pas de « illustre gentleman cambrioleur », simplement mon nom, écrit comme si l'expéditrice me connaissait depuis toujours, ou plutôt comme si elle refusait les civilités superflues entre initiés. Je poursuivis la lecture, intrigué malgré moi. La lettre m'informait de l'existence d'un tableau oublié, un Watteau authentique, d'une finesse et d'une mélancolie rares, perdu dans les murs du château de Malpertuis, en Normandie. Mais ce n'était pas tant l'œuvre en elle-même qui piquait ma curiosité. J'avais volé bien des Watteau, que la connaissance extraordinaire qu'affichait mon correspondante sur mes méthodes, mes préférences, mes faiblesses même. Elle mentionnait précisément le vol de la duchesse de Valois, celui du collier de la reine Amélie, et même cette petite affaire de Venise dont je n'avais parlé qu'à 3 personnes au monde. Comment pouvait-elle savoir? Qui avait parlé? La lettre se terminait ainsi. « Ce tableau vous appelle, monsieur, non pas parce qu'il est une beauté perdue ou une fortune convoitée, vous en avez volé des centaines, mais parce qu'il vous dira des choses qu'aucune autre toile ne pourrait vous confier. Malpertuis vous attend. Saurez-vous y entrer? Plus encore, saurez-vous en repartir? Pas de signature, pas de rendez-vous. Rien que ce défi voilé, cette invitation étrange qui ressemblait à une mise en garde. Je relus le message 3 fois, cherchant entre les lignes le véritable sens de ces paroles énigmatiques. Était-ce un piège tendu par Ganimard, une provocation de quelque rival, ou simplement un jeu de quelque admiratrice excentrique? Pourtant, je sentais au creux de ma poitrine cette démangeaison familière, cette excitation qui accompagne les grandes énigmes. Car il n'y avait là aucun doute. C'était une énigme, savamment ficelée, présentée comme un présent empoisonné. Je jetai la lettre au feu, regardais les flammes en consumer chaque mot. Puis je me levais, gagnais mon bureau et commençais mes recherches sur le château de Malpertuis. Le jeu, décidément, recommençait. 3 jours plus tard, j'arrivais en Normandie par le train de nuit. Je m'étais donné le nom de Monsieur Claude Beaumont, antiquaire retiré, ce qui expliquait suffisamment ma présence dans cette région endormie. Les auberges de village posent rarement des questions aux voyageurs discrets qui paient rubis sur l'ongle. Malpertuis se dressait au-delà des bois de Honfleur, une silhouette tourmentée contre le ciel gris de novembre. Le château n'était pas en ruine, non, c'eût été trop simple,
mais dans cet état de décrépitude vivante qui caractérise les demeures abandonnées depuis trop longtemps. Les volets pendaient comme des paupières closes, les toitures s'affaissaient par endroits, et tout le bâtiment exhalait cette mélancolie sourde des lieux morts, habités seulement par le temps. J'avais loué une carriole au village et renvoyé le conducteur. Il était minuit passé lorsque je franchis seul le portail de fer, rouillé mais encore debout, comme un sentinelle endormi. Les premières heures de ma visite se déroulèrent sans incident remarquable. J'ai contourné les murs, vérifié les points d'accès, évalué les défenses, ou plutôt l'absence de défense. Qui gardait un château aussi visiblement inoccupé? C'était un détail qui m'intriguait. Vers 2 heures du matin, je forçai une fenêtre de l'aile ouest. L'intérieur exhalait cette odeur caractéristique, poussière, moisie et quelque chose d'indéfinissablement sinistre. Je grimpais l'escalier principal, ma lampe sourde à la main, explorant les salons voilés de toiles d'araignée. C'est alors que j'ai entendu le premier bruit. Un claquement de porte, net et décidé, quelque part dans les étages supérieurs. Je m'immobilisais, tous les sens en alerte. Le vent, sans doute. Pourtant, l'air était calme, quasi étouffant. Un moment plus tard, une lumière pâle traversa le corridor, près de moi. Une lumière qui n'avait aucune source visible, aucune lampe, aucun reflet de lune. Elle glissait le long des murs comme une créature vivante, dénuée de substance. Je sentis le froid me saisir à la nuque, non par instinct de superstition, mais par pure observation rationnelle. La température avait chuté de manière inexplicable. Puis ce fut les murmures, des voix indistinctes, presque des chuchotements, provenant de derrière les cloisons. Je plaçai mon oreille contre le mur. Rien. Déplacement vers une autre pièce. Les murmures suivaient, évanescents, comme s'ils se jouaient de moi. Je demeurai immobile pendant 1 heure entière, écoutant. Les bruits cessèrent graduellement, absorbés par le silence de pierre du château. Aux premières lueurs de l'aube, je quittai les lieux sans avoir découvert grand-chose, sinon que Malpertuis n'était pas aussi inoccupé qu'on aurait pu le croire, et que quelqu'un ou quelque chose souhaitait clairement m'accueillir. J'attendis 2 nuits avant de revenir. Il me fallait comprendre la nature de ces phénomènes avant de progresser. Étaient-ce des hallucinations dues à la fatigue, des manifestations de quelque substance chimique dispersée dans l'air, ou bien quelque chose de plus authentiquement troublant? La 2e nuit, je pénétrai plus profondément dans le château. Les couloirs de l'aile centrale menaient inexorablement vers la galerie principale, celle que tout amateur de peinture reconnaîtrait en fermant les yeux. C'est là que je découvris le Watteau. Il était suspendu au-dessus d'une cheminée de marbre noir, aussi vulnérable qu'une jeune fille en robe de bal. La toile représentait une scène d'embarquement, des amoureux se séparant sur une île enchantée, avec cette poésie mélancolique qui caractérise le maître. L'œuvre respirait une beauté si parfaite, si absolue, que je comprenais soudain pourquoi mon correspondant anonyme l'avait mentionné. Ce n'était pas simplement une toile de valeur, c'était une confession peinte. Je m'approchai, admirant la facture, vérifiant l'authenticité. C'était bien cela, un Watteau véritable, perdu depuis près de 2 siècles. Mon cœur s'accéléra, non de cupidité, mais de cette émotion qui saisit tout vrai collectionneur devant l'œuvre parfaite. C'est alors que je remarquai le portrait. Accroché juste à ma gauche, au-dessus d'un fauteuil poussiéreux, se dressait le tableau d'un homme d'environ 50 ans,
aristocrate de pure race, vêtu de velours noir, les yeux d'une intensité remarquable, des yeux qui semblaient suivre chacun de mes mouvements. Je me déplaçai, les yeux me suivirent. Je fis 3 pas vers la droite, toujours ce regard, inévitable, irrésistible. C'était un travail de maître, certes, mais au-delà de la technique picturale, il y avait quelque chose de profondément désagréable dans cette sensation d'être observé, jugé, peut-être menacé. Je tournai le dos au portrait, concentrant mon attention sur le Watteau. Mais je sentais cette présence, cette attention terrible fixée sur ma nuque. Pire encore, la température avait à nouveau chuté. Mon souffle devenait visible, de petits nuages de vapeur dans l'air gelé de la galerie. Un bruit derrière moi, léger, presque imperceptible, celui d'une porte s'ouvrant lentement. Je me retournai d'un mouvement vif. Rien. Le mur était uni, intact. Pourtant, une ouverture venait de s'y former, révélant l'obscurité d'un passage souterrain. Une porte dérobée, ancienne, qui s'était ouverte d'elle-même, ou qui avait été ouverte par une main invisible. J'hésitais. Ma raison me criait de m'enfuir, tandis que mon instinct, cette curiosité indomptable qui m'avait guidé toute ma vie, m'ordonnait d'avancer. Les yeux du portrait, derrière moi, semblaient me pousser vers ce gouffre noir. Pour la première fois depuis des années, Arsène Lupin ressentit la peur véritable. Je franchis le seuil de cette porte maudite, ma lampe sourde braquée vers l'avant. Les souterrains de Malpertuis n'étaient pas de simples caves. C'était un dédale de couloirs voûtés, d'une profondeur qui suggérait des siècles de creusement patient. Les murs suintaient une humidité glaciale, et l'air lui-même semblait oppressant, comme si le château respirait par ses poumons souterrains. Je progressais lentement, méthodiquement, relevant chaque détail. Des torchères s'alignaient contre les parois, encore pourvues de résidus de cire. Quelqu'un, donc, visitait régulièrement ces profondeurs. Les pavés étaient usés par des passages répétés, formant une sorte de sentier invisible, mais bien réel. À environ 50 mètres, je découvris une première chambre. Elle était meublée avec soin, un lit de fer, une table de travail, des chandeliers. Sur la table reposait un journal, relié en cuir noir, ses pages jaunies par le temps. Je l'ouvris avec précaution. L'écriture était féminine, délicate, malgré son tremblement manifeste. Les premières entrées dataient de 23 ans. 15 novembre 1879. Ils m'ont enfermé ici. Disent que c'est pour mon bien, pour soigner ma condition. Mère pleure chaque jour. Je ne comprends pas mon crime. Les entrées suivantes dépayaient un véritable calvaire. Isolement, privation, étrange traitement, administré par un médecin dont seul un prénom était mentionné, Malachi. Il y avait des références à des rituels, à des symboles tracés sur les murs, à des incantations que je ne comprenais qu'à moitié. Puis, brutalement, les entrées cessaient. La dernière datée du 3 décembre 1879 contenait simplement « Il vient ce soir. Ce sera la dernière fois. Je le sens. Le rituel final. Que Dieu me pardonne. » Je soulevai le journal avec prudence, conscient d'avoir entre les mains un document capable de ravager des existences. C'est alors que mon pied heurta quelque chose sous le lit. Un coffret en bois, petit, fermé par un cadenas rouillé. Continuant mon exploration, je découvris d'autres chambres, toutes aménagées de façon similaire, toutes contenant leurs propres reliques d'une captivité indicible. Dans la troisième, les murs eux-mêmes étaient couverts de symboles occultes, gravés profondément dans la pierre. Certains que je reconnaissais,
hermétisme, alchimie, d'autres totalement énigmatiques. Mais c'est dans la chambre centrale que je trouvais ce qui me glaça définitivement. Des peintures murales. Elles dépeignaient une progression rituelle, du profane au sacré. Et là, dans la dernière scène, figure principale d'une sorte d'apothéose monstrueuse, le portrait que j'avais vu à l'étage supérieur. Le même homme, les mêmes yeux, au pied de cette peinture murale en caractère de suie. Malachie le serviteur attend le retour de son maître. Je remontais les escaliers beaucoup plus rapidement que je ne les avais. Descendu, le journal à la main, les questions se multipliant dans mon esprit. Qu'était ce Malachie? Était-il le gardien actuel du château? Et surtout, cette question me hantait. Qui était cette jeune fille disparue? Et quel lien entretenait-elle avec le Watteau que j'étais venu voler? Les énigmes, loin de se clarifier, s'épaississaient comme un brouillard de mer. J'avais décidé de passer la nuit entière au château, bien que chaque fibre de mon être m'en dissuadait. Le journal de la jeune fille captive ne quittait pas ma veste. Il pesait sur ma conscience comme une accusation silencieuse. Je m'installai dans la galerie principale, face au Watteau, cherchant dans ses formes délicates quelque indice qui m'échapperait. 3 heures du matin. Les ténèbres étaient complètes, suffocantes. C'est alors que je la vis. Elle émergea du mur du fond comme une apparition de brume, une femme en robe blanche, d'une 30aine d'années peut-être, les traits réguliers, mais creusés par une souffrance indicible. Pas la pâleur d'une vivante, mais celle d'une créature déjà effacée du monde des vivants. Ses yeux me fixaient, avec une intensité qui m'immobilisa sur mon fauteuil. « Monsieur Lupin », murmura-t-elle, d'une voix qui semblait venir de très loin, portée par un vent qui n'existait pas. Comment connaissait-elle mon nom? « Vous êtes venu pour le tableau. » Ce n'était pas une question. Je retrouvais suffisamment de sang-froid pour répondre. « Oui, madame. Et vous? Vous êtes celle qui ne peut partir, celle qui doit veiller. » Elle fit un pas vers moi, et je remarquai que ses pieds ne touchaient pas le sol. Le tableau ne doit jamais quitter ses murs. Jamais. « Pourquoi ?» demandai-je, luttant contre l'instinct primitif qui me criait de fuir. « Quel est son secret ?» Elle ferma les yeux, et pour un instant, son visage exprima une douleur si profonde, si authentique, que je sus au-delà de tout doute que j'avais affaire à quelque chose de bien réel, ou du moins à quelque chose que mon esprit ne pouvait pas réfuter comme simple hallucination. « Il me retient prisonnière, » dit-elle enfin. « Cet homme, celui dont le portrait regarde l'escalier. Malachie. Il m'a utilisé dans ses rituels, me promettant la gloire éternelle. Mais ce qu'il m'a donné, c'est l'esclavage. » Elle ouvrit les yeux, et je vis des larmes translucides couler sur ses joues de spectrale. « Watteau a peint mon essence, monsieur. Il a capturé mon âme dans son dernier tableau. Tant qu'il demeure ici, tant qu'il demeure sous le contrôle de Malachie, je suis enchaîné. Et si je le vole, proposai-je, si je l'éloigne de ce château, alors vous libérez le pouvoir de Malachie. » Sa voix devint un susurrement terrifiant. « Il vous trouvera, il vous retrouvera partout, car Malachie n'est pas mort comme les autres hommes. Il attend, il a toujours attendu. » Elle s'approcha davantage, et je sentis le froid émaner de sa présence comme une vague glaciale. « Le tableau n'est pas une œuvre d'art, monsieur, c'est une prison, et Malachie en est le geôlier éternel. » « Alors comment la briser ?» demandai-je, trouvant en moi une audace nouvelle.
Comment vous libérer ?» Elle secoua la tête lentement. « Il n'y a qu'une seule façon, et elle vous coûtera plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Avant que je puisse poser une autre question, elle commença à se dissoudre, se diluant dans l'air comme du sucre dans de l'eau. En quelques secondes, elle avait disparu, ne laissant derrière elle que le froid persistant et les échos de ses paroles fatales. Je restais assis, tremblant, mais pas de peur, de fureur. Quelqu'un me jouait un rôle. Soit cette femme était un fantôme véritable, soit c'était une mise en scène élaborée, destinée à m'éloigner du tableau. Dans un cas comme dans l'autre, je refusais d'être un simple pion sur l'échiquier de Malpertuis. Il était temps de rencontrer ce mal acquis face à face. À l'aube, je trouvais mon homme m'attendant dans le hall d'entrée. Il était assis dans un fauteuil Louis XV, vêtu d'un complet sombre, impeccablement coupé, les mains croisées, avec une sérénité qui aurait dû être rassurante. Mais il y avait quelque chose d'inhumain dans son immobilité. Il n'avait pas bougé d'un pouce à mon apparition, pas le moindre sursaut, pas la moindre contraction musculaire. Simplement, ses yeux s'ouvrirent légèrement, comme s'il s'éveillait d'un rêve dont j'étais l'objet. « Monsieur Lupin, » dit-il de sa voix basse et posée, « nous attendions votre arrivée. » Je me figuais sur l'escalier. L'emploi du pluriel ne m'échappa pas. « Et qui êtes-vous exactement ?» demandai-je, prenant soin de garder un ton qui n'évoquait ni la peur ni l'hostilité. « Malachie Devereux, » répondit-il en se levant avec une lenteur délibérée. « Ou plutôt, le dernier descendant légitime de la maison Devereux, gardien de Malpertuis depuis... » Il sourit, d'un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Depuis très longtemps. » Je descendis les marches avec détermination, bien que chaque instinct m'avertisse de dangers insondables. « Vous connaissez mon identité, observai-je, ce qui signifie que cette lettre, cette invitation, tout cela était orchestré. » Bien entendu. Il hocha la tête avec une satisfaction tranquille. « Vous pensiez vraiment que quelqu'un d'autre aurait pu dénicher des détails si intimes concernant vos entreprises ? Non, monsieur Lupin, c'est moi qui vous ai écrit, moi qui vous ai attiré ici. Pourquoi ? Parce que j'avais besoin d'un homme de votre calibre, un voleur certes, mais aussi un gentleman doué de conscience, un homme capable de comprendre que certains vols ne sont pas des crimes. » Il m'observait comme un entomologiste pourrait examiner un scarabée particulièrement intéressant. « Vous avez lu le journal de la comtesse Isabelle, j'imagine ?» Le nom me frappa. Isabelle. Je ne l'avais pas lu dans le journal. Elle n'y était jamais mentionnée par son prénom. « Vous l'aviez emprisonnée, dis-je, sentant la colère monter en moi. Vous lui aviez fait subir des rituels, des tortures. » Oui. Aucune émotion dans cette admission. C'était nécessaire. Vous ne comprenez pas, monsieur Lupin, ce qu'il faut pour atteindre l'immortalité véritable. Les sacrifices ne sont jamais élégants, jamais gratuits. Isabelle était consentante d'ailleurs. Au début, je m'approchais, mesurant chaque pas, étudiant son maintien. Quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas de vie véritable en cet homme, pas de respiration visible, pas de battement cardiaque audible. « Vous êtes mort », énonçai-je simplement. Astucieux. Il sourit à nouveau, ce sourire sans âme. « Oui et non. J'ai transcendé la mort il y a plusieurs décennies. C'est grâce au tableau de Watteau. Il contient plus qu'une image, monsieur. Il contient l'essence même de ce que j'ai créé. Le rituel final d'Isabelle, son essence a été transférée dans cette toile.
Et moi, j'ai utilisé cette puissance pour me lier au château, pour devenir sa pierre angulaire éternelle. Et le fantôme que j'ai vu cette nuit? Isabelle, bien sûr, prisonnière de son propre chef-d'œuvre. Mais elle est devenue utile. Elle repousse les intrus, maintient le secret de Malpertuis. Il pencha la tête, jusqu'à ce que vous arriviez, vous que j'avais spécifiquement choisi. Et quel était votre plan exactement? Demandai-je. Simple, monsieur Lupin. Vous étiez censé voler le tableau. Vous étiez censé l'éloigner d'ici, rompant ainsi le rituel qui m'enchaîne à ce château misérable. Vous auriez été possédé par le pouvoir d'Isabelle, transformé en mon nouveau réceptacle. Et moi? Il regarda par la fenêtre avec une expression qui aurait pu être de la nostalgie. Moi, j'aurais enfin pu partir. Je compris soudain le véritable piège. Ce n'était pas un vol ordinaire. C'était une transmission de pouvoir maudite, une succession surnaturelle prévue depuis le début. Et j'étais le pion parfait. Malachi me conduisit au souterrain sans que je n'oppose de résistance. Il n'y avait aucun intérêt à fuir. Il connaissait chaque recoin de ce château maudit, et je n'avais aucune certitude que mes jambes m'obéiraient en dehors de ces murs. Nous descendîmes l'escalier de pierre, et il m'expliqua son histoire avec la patience d'un homme qui attendait depuis des décennies de pouvoir enfin la raconter. La malédiction remonte à 1623, commença-t-il en éclairant un corridor avec une chandelle qui n'émettait aucune fumée. Un de mes ancêtres, le comte Armand d'Evreux, avait convoité une femme, Marguerite de Caron. Elle appartenait à une famille rivale. Armand, refusant l'idée de perdre, l'enleva. Il la retint prisonnière dans ses murs durant 3 mois. Nous arrivâmes à la chambre centrale, celle décorée des symboles occultes. Marguerite s'échappa en se jetant du haut de la tour ouest, poursuivit Malachi d'une voix étrangement émotive. Avant de mourir, elle prononça une malédiction. Elle jura que quiconque chercherait à posséder les trésors de Malpertuis serait enchaîné à jamais au château, tandis que le château lui-même deviendrait prison de génération en génération. Il posa sa main sur l'une des peintures murales, celle représentant la scène d'apothéose monstrueuse. Pendant 3 siècles, les Devereux ont tenté d'échapper à cette malédiction. Certains ont péri, d'autres ont sombré dans la folie. J'ai moi-même tenté les rituels les plus anciens, les plus terribles, pour atteindre une forme d'immortalité qui me permettrait de transcender le sort de Marguerite. Il se tourna vers moi, et je vis dans ses yeux une lassitude profonde. Cela a fonctionné, certes, mais à quel prix? Isabelle, dis-je. Isabelle, oui. Elle était ma dernière héritière légitime, avant que je ne découvre la véritable nature de la malédiction. Il grimpa les marches avec lenteur. Le rituel que j'ai pratiqué sur elle ne l'a pas tuée. Pas vraiment. Elle demeure ici, suspendue entre existence et néant, son âme peinte sur la toile de Watteau. Et moi, je suis devenu ce château. Mon essence s'est diluée dans ces pierres, dans ces murs, dans chaque ombre qui danse ici. De retour à la galerie, Malachi s'arrêta face au Watteau. Quiconque touche à ce tableau libère la malédiction originelle, expliqua-t-il. Non seulement sur celui qui ose le voler, mais sur tous ceux qui l'approcheront par la suite. Le château commencera à se désagréger. Malpertuis deviendra un lieu errant, une demeure maudite qui se manifestera dans différents endroits du monde, retenant prisonniers tous ceux qui y entreront. Isabelle, moi-même, et maintenant vous, nous serions tous condamnés à une errance éternelle.
Je sentis le poids terrible de ces paroles. Le dilemme était limpide. Laisser Malachi dans ses limbes, prisonnier consentant de son propre château, ou risquer de transformer Malpertuis en fantôme itinérant qui sèmerait le chaos et la damnation. « Pourquoi m'avoir dit la vérité ?» demandai-je. « Si vous vouliez que je vole le tableau, ne fallait-il pas me laisser ignorer les conséquences ?» Malachi me sourit tristement. « Parce que, Monsieur Lupin, j'ai découvert quelque chose que même les rituels les plus anciens ne pouvaient pas donner. L'honneur. Et je ne puis demander à un homme honorable de commettre un acte dont il ignorerait les véritables implications. » Il posa sa main sur mon épaule et je sentis le froid glacial s'en dégager. « Il existe une autre solution, vous savez, mais elle vous demandera de sacrifier quelque chose que vous chérissez infiniment plus que n'importe quel tableau. Quoi ? Votre liberté. » C'est alors que les murs commencèrent à respirer. Non pas au sens métaphorique, les pierres de Malpertuis se contractaient et se dilataient véritablement, comme si le château était devenu un organisme vivant dont j'occupais les entrailles. Les torches s'éteignirent d'un seul coup, me plongeant dans une obscurité totale, oppressante, qui semblait peser physiquement sur mon corps. « Malachi !» criai-je, cherchant à tâtons dans le néant. « Je suis désolé, monsieur Lupin », résonna sa voix, provenant de partout et de nulle part à la fois. Mais j'avais menti. Il n'existe qu'une seule solution à la malédiction. Et vous l'aviez toujours soupçonné. Les lumières fantomatiques réapparurent, mais cette fois, elles n'étaient pas erratiques. Elles convergeaient toutes vers la galerie principale, formant une spirale hypnotique qui m'attira malgré ma volonté. Mes pieds avançaient sans que je ne commande à mes jambes. C'était comme si Malpertuis lui-même m'entraînait. Le rituel d'Isabelle a échoué parce qu'elle résistait, continua Malachi, sa voix devenant de plus en plus puissante. Mais vous, monsieur Lupin, vous qui avez passé votre vie entière à convoiter des choses, à posséder des objets, à dominer par la ruse, vous êtes le réceptacle parfait. Une âme qui cherche toujours à prendre, jamais à donner. J'arrivai à la galerie. Le watteau brillait d'une lumière intérieure, sa surface ondulant comme si la toile elle-même était vivante. Et là, se tenant devant le tableau, je vis Isabelle, mais pas l'Isabelle spectrale que j'avais entrevue. C'était une jeune femme solide, presque charnelle, ses yeux suppliants fixés sur les miens. « Lupin, » murmura-t-elle, « s'il vous plaît, aidez-moi. »« C'est un piège, » dis-je, reconnaissant à peine ma propre voix. « Bien sûr que c'en est un, » cria Malachi, son rire résonnant à travers les murs. « Mais c'est le vôtre. Vous avez toujours su que votre essence était celle d'un prédateur, d'un voleur. Vous ne pouviez pas simplement quitter Malpertuis sans le watteau. C'est contraire à votre nature. Donc, vous allez le prendre. Et en le prenant, vous libérerez le pouvoir d'Isabelle, qui absorbera votre propre essence. Vous deviendrez ma prison, et moi, je serai enfin libre. » Mes mains s'avancèrent malgré moi vers le tableau. Le contrôle que j'exerçais sur mon propre corps s'échappait comme de l'eau entre les doigts. Les murs se rapprochaient, écrasant. Les portes se fermaient une à une, avec un bruit d'emprisonnement définitif. « Non !» hurlai-je, résistant de toute la force de ma volonté. C'est alors que je remarquai quelque chose. Un détail infime, presque imperceptible. Le journal d'Isabelle, que j'avais glissé dans ma veste, il brûlait légèrement, ses pages commençant à s'enflammer d'une flamme noire. Je compris,
Soudain, ce n'était pas un journal. C'était un artefact du rituel lui-même, un objet de pouvoir. Et en le brûlant dans ce château, je crée une rupture dans l'équilibre surnaturel qui gouvernait Malpertuis. D'un geste désespéré, j'arrachai le journal de ma veste et le lançai dans l'âtre de la cheminée. Les flammes noires explosèrent, embrasant la galerie d'une lumière violente qui fit hurler Malachie, un cri de rage mêlé de terreur absolue. Le château trembla violemment, les murs se fissurèrent, et Isabelle, la véritable Isabelle, apparut soudain à côté de moi, mais translucide, presque invisible. Elle me regarda avec gratitude et peur. « Courez », dit-elle simplement, avant que tout ne s'effondre. Mais même en courant, je savais que Malachie avait raison sur une chose. Je n'allais pas quitter ce château sans le Watteau. Je courus sans direction précise, guidé uniquement par l'instinct de survie et par la voix d'Isabelle qui m'appelait depuis les ombres. Le château se désagrégeait autour de moi, non pas en s'effondrant simplement, mais en se fragmentant, comme si la réalité elle-même se détachait de ses fondations. C'est alors que je compris la véritable nature du piège de Malachie. Il n'avait jamais eu l'intention de m'emprisonner définitivement. Non, son plan était bien plus raffiné, bien plus cruel. En brûlant le journal, j'avais créé une brèche dans le rituel, une faille par laquelle la malédiction originelle de Marguerite s'échappait. Malachie était en train de mourir, véritablement mourir cette fois, sa quasi-immortalité se dissolvant avec chaque seconde qui passait. Et c'était précisément ce qu'il voulait. Je le trouvais dans la galerie, agenouillé devant le Watteau, son corps se délitant littéralement. Des lambeaux de son essence s'échappaient en spirale de lumière grise. « Merci » murmura-t-il en me voyant. « Merci de m'avoir libéré. »« Ce n'est pas une libération que vous cherchiez, » répondis-je, reprenant suffisamment de contrôle sur moi-même pour formuler mes pensées. « Vous vouliez simplement une fin. »« Oui, » admit-il, son sourire devenant presque humain pour la première fois. « 300 ans, monsieur Lupin, 300 ans d'attente, c'est bien assez. » C'est à ce moment que je fis ce qui semblait impossible. J'écoutais non pas mon instinct de voleur, mais mon instinct d'homme. Je m'agenouillai à côté de Malachie, et doucement, je pris sa main évanescente dans la mienne. « Pardonnez-moi, dit-il, pour tout, pour Isabelle, pour vous avoir manipulé. »« Je vous pardonne, répondis-je simplement. » Et c'était vrai, car j'avais enfin compris que Malachie n'était pas un monstre, c'était un prisonnier, tout comme Isabelle, tout comme le château lui-même. La malédiction de Marguerite n'avait pas créé un meurtrier, elle avait créé une victime perpétuelle. Malachie disparut alors dans un dernier souffle de lumière grise, et avec lui, les murs cessèrent de trembler. Le silence s'installa, lourd, final. Je me levai et regardai le Watteau. La toile brillait toujours, mais différemment, sa luminosité interne s'estompait. Isabelle apparut à côté de moi, mais cette fois, elle était différente, plus solide, plus présente. « Il est parti, » dit-elle. « Enfin parti. »« Et vous ?» demandai-je. « Moi aussi. » Elle sourit tristement. « Merci de m'avoir écouté. Merci de ne pas avoir volé le tableau. Comment pouviez-vous savoir que je ne le volerais pas? Parce que Malachie se trompait sur vous, monsieur Lupin. Il croyait que vous étiez un simple prédateur. Mais vous êtes bien plus que cela. Vous êtes un homme qui a choisi, à cet instant précis, de ne pas prendre. » Elle s'estompa lentement, sa forme devenant translucide.
C'est plus rare que tous les chefs-d'œuvre du monde. Je quittais Malpertuis à l'aube, le Watteau toujours accroché à son mur. Le château était maintenant véritablement vide, vide de ses habitants spectraux, vide de sa malédiction. Simplement ancien, simplement triste, simplement muet. En descendant le grand escalier pour la dernière fois, je remarquai que le portrait de Malachi avait disparu. À sa place, une lettre m'attendait, écrite de la main de quelqu'un ou de quelque chose que je ne reconnaissais pas. Elle contenait simplement ces mots: « Merci de nous avoir rendu la paix. I&M ». J'ai brûlé cette lettre dans l'auberge du village, et depuis ce jour, je n'ai jamais parlé de Malpertuis à quiconque, car il y a certains vols qu'on ne commet pas, certaines victoires qu'on ne remporte qu'en acceptant la défaite, et certaines histoires qu'on ne peut partager que si on accepte de ne jamais être tout à fait cru. Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur, avait enfin découvert quelque chose de plus précieux que n'importe quel tableau: la certitude silencieuse que parfois laisser partir est l'acte le plus noble que nous puissions accomplir.